Bonjour, je suis William Pesson, je suis architecte et historien de l'architecture. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je trouve particulièrement intéressant suite à des études que j'ai pu mener et un ouvrage que je pourrais vous présenter à la suite, qui a été consacré donc aux architectures rosicruciennes. Donc Rose-Croix, rosicrucien, rosicrucianisme, ce sont des mots qui sont souvent étudiés, qui peuvent soulever des polémiques. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de publications qui ont pu être formulées. Par contre, la partie vraiment liée aux arts, et plus spécifiquement à l'architecture, est beaucoup moins connue. Et lorsque j'ai pu poursuivre mes études et mes recherches sur le domaine, j'ai pu souvent ouvrir des portes qui m'ont fait apparaître des mondes entiers, des domaines que je ne connaissais pas et qui, je pense, n'étaient pas forcément bien connus aussi par ceux qui s'intéressent à ces sujets, même qui les connaissent de manière vraiment intime. Donc déjà de base le mouvement Rose-Croix, quand est-ce qu'il apparaît, qui le fonde et autres, comme tous les grands mouvements initiatiques ou ésotériques, il n'y a pas vraiment de fondateur qui soit connu et c'est ce qui les caractérise également le plus souvent. Et en fait on va considérer que c'est vraiment au début du XVIIe siècle, donc les trois manifestes principaux, les trois premières publications, la Fama Fraternitatis en 1614, la Confessio Fraternitatis en 1615 et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz en 1716. Donc on peut lire ces ouvrages avec attention pour l'intérêt qu'ils peuvent avoir, aussi au niveau de l'histoire des idées. Mais en même temps, on peut être assez déçu, disons, sur l'aspect artistique. On parle d'une grande réforme du monde, des idées, des arts, mais il n'est pas vraiment dit, par exemple, qu'est-ce qu'il faut construire comme type d'architecture, qu'est-ce qu'il faut réaliser comme type de bâtiment. On peut rester un petit peu sur sa faim, mais en même temps, on peut quand même regarder le climat par rapport aux différentes constructions qui peuvent se faire autour, les différentes publications qui avaient lieu. Et donc, en même temps, aujourd'hui, on peut regarder ensemble un peu un panorama qui reste évidemment plutôt des portes qui s'ouvrent et qui peuvent être après des thèmes plus précis à fouiller. Et donc, ce panorama en images aussi, qui présente toute une suite sur donc, les architectures liées à la pensée rosicrucienne. Donc on peut trouver par exemple chez un auteur comme Michael Meyer, dans La Talente fugitive en 1617, une suite d'emblèmes. Et on a notamment par exemple, donc les emblèmes ce sont des images accompagnées d'un texte, et on a des dessins avec par exemple à chaque fois un discours initiatique, des personnages. Donc en fait il faut quand même avoir l'explication qui soit donnée à chaque fois à côté, parce que sinon on ne comprend pas forcément le sens. C'est toujours la richesse aussi du symbolisme qui peut avoir des fois des interprétations différentes. Et donc on trouve par exemple notamment l'emblème 27 qui est assez intéressant puisqu'on voit un grand jardin avec un portail qui est fermé avec un gros cadenas et on voit déjà dans le dessin du jardin, évidemment on peut regarder le côté symbolique qui peut se dégager de l'image, mais on peut regarder aussi simplement le côté concret. Et donc souvent on voit que les illustrations par exemple des ouvrages liés à l'ésotérisme sont aussi une expression du style du temps. Donc là par exemple on va retrouver la manière de découper les jardins, la manière de faire des terrasses, des plantations, le château qui est un château médiéval au fond, qui va donner déjà une idée, disons, par rapport à l'appréciation et puis au contexte qui du coup peut apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle avec cet emblème, donc ce dessin qui a été publié par Michael Meyer, le château de Heidelberg, avec un très bel ensemble de jardins, notamment dessinés par Salomon de Kos. Donc Salomon de Kos, c'est 1576-1626, donc on voit aussi qu'on est au tout début du XVIIe siècle. Et en fait, on a tout un ensemble de jardins avec des terrasses, des constructions autour du château, et surtout un ensemble de grottes avec des éléments assez merveilleux. Et ces éléments, notamment, rappellent quand même pas mal les descriptions qui sont faites, notamment de la tombe d'une personne. Alors dans la Fama Fraternitatis, on parle d'un certain CRC, donc il n'est pas forcément donné le nom de la personne, mais donc cette tombe, elle est décrite très précisément, elle a pu être illustrée, elle a pu servir aussi pour des initiations, à des passages symboliques particuliers dans différentes confréries, j'en parlerai tout à l'heure. Et notamment, on a quand même dans les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, donc en 1616, là on a vraiment tout un ensemble vraiment passionnant de descriptions. Et lorsqu'on compare notamment le texte qui est très inspiré, avec des grottes, des fontaines, pas mal d'éléments, on voit quand même que le château de Heidelberg est assez proche et a pu également servir d'exemple.
Alors après, la première, disons, véritable image qui serait une architecture rosicrucienne, elle est publiée en 1618 dans le Miroir de la sagesse des Rose-Croix, qui est un texte aussi assez intéressant et qui va exposer ce qu'est le collège de la Rose-Croix. Et en fait, c'est un joli dessin avec beaucoup de détails. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là la première fois qu'on voit une architecture rosicrucienne. Et c'est une espèce de petite tour, comme une tour chariot avec des roues qui est mobile et qui se situe en partie haute. Elle a un système de dôme aussi. Et on a des ailes qui rappellent aussi, notamment dans les manifestes, lorsqu'il était dit « à l'ombre de tes ailes, Jéhovah », qui était la fin de l'un des manifestes. Et